quand j'étais encore vérificateur. Et j'étais dans une zone assez reculée. C'était où? Vridi, quelque part dans la zone. Et je ne maîtrisais pas la zone du tout. Ils m'ont proposé un shawarma. Un shawarma. Un shawarma, c'est un sandwich à midi que j'ai accepté. Mais j'aurais pas dû. Papa était un fonctionnaire très, très modeste. Agent spécialisé des TP. C'est-à-dire chauffeur. La façon assez civilisée de dire chauffeur. Et puis maman ménageait, mais qui vendait du poisson au port autonome d'Abidjan. Donc c'était difficile à gérer, très difficile. Cette année, par exemple, je veux prendre en charge 60 élèves. 60, carrément. 60 élèves de la 5e. En termes d'inscription, en termes de fournitures scolaires, en termes de tenue scolaire et même en termes de cantine. Effectivement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parcours Public, l'émission qui met en valeur les hommes et les femmes qui servent l'État avec engagement, passion et excellence. Aujourd'hui, nous recevons un invité dont le parcours force l'admiration. Administrateur des services financiers, diplômé de l'École nationale d'administration, titulaire de plusieurs diplômes universitaires en ressources humaines, en droit et en management public, sa rigueur et son professionnalisme lui ont valu d'être distingué à 2 reprises. Tout d'abord en 2019 en tant que meilleur agent de la direction des grandes entreprises, ainsi qu'en 2024 en tant que lauréat du Grand Prix de la Direction générale des impôts. Aujourd'hui, il est le chef de service d'assiette des impôts divers d'Alzopé. Ensemble, nous allons revenir sur son parcours, les défis qu'il gère au quotidien, mais nous allons également voir l'homme qu'il est en dehors du cadre de ses fonctions. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que nous recevons aujourd'hui M. Lamine Soumaoro. Bonjour M. Soumaoro. Bonjour M. Prié. M. Soumaoro, lorsque l'on entend impôt, tout de suite, il y a une certaine appréciation de la part du grand public. Est-ce que c'est une situation qui vous fait rire ou bien qui vous gêne un peu que le grand public ait un peu peur de votre administration? Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'inviter à cette émission ou à cette initiative. Parcours public, c'est ça? Exactement. Vous y allez tout de suite à fond. Alors, ça ne me gêne rien du tout que des gens aient des appréhensions concernant les impôts, pourvu qu'ils connaissent, pourvu qu'ils sachent l'existence des impôts déjà. Maintenant, après, chacun y va de son commentaire, chacun y va comme il sent la chose. Et ça se fait depuis notre top management jusqu'à nous, même au plus bas de l'échelle. D'accord. Voilà, maintenant, après, chacun est libre de penser comme il le veut. D'accord. Et le travail se fait pour changer ces appréhensions-là. D'accord. Et si vous deviez expliquer votre administration, votre travail à un enfant de 10 ans, si on vous demande qu'est-ce que les impôts, qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais que l'impôt, c'est une contribution obligatoire que l'État impose à certaines catégories de personnes et que sa destination ou la destination des fonds recueillis dans ce cadre-là vont justement vers son éducation, sa santé et bien d'autres aspects encore de la vie publique. Donc, je lui ferai comprendre tout de suite là que l'impôt, c'est dans son intérêt. C'est surtout ça. Surtout ça. D'accord. Revenons au début, M. Lamine. Qui était le jeune Lamine Soumaoro avant l'École nationale d'administration? Le jeune Lamine Soumaoro était quelqu'un d'ordinaire. Voilà, je pense que vous me surestimez en m'invitant ici parce que mon parcours a toujours été des plus classiques, des plus ordinaires. École publique, école primaire publique, université publique. Et puis voilà.
Est-ce que vous avez déjà, tout jeune, rêvé d'intégrer l'administration Ah fiscale oui. ou bien c'est juste quelque chose qui est venu comme ça un peu par hasard? Ah oui, ça a toujours été mon rêve. Parce que à chaque fois que je passais euh, là devant l'école nationale d'administration, Oui. la grande voie là, Mhm. je, je me disais qu'il fallait que j'y fasse un tour. D'accord. Voilà, et vers la fin, c'est arrivé. Mais l'école nationale d'administration, il y a aussi d'autres filières, hein. Il y a les préfets, généralement. Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'école nationale d'administration, automatiquement, quand on la voit, on pense au préfet et au sous-préfet. Est-ce que c'était la même idée que vous aviez? Ou bien déjà, tout petit, en passant, vous vouliez déjà intégrer d'autres administrations en dehors? Oui, initialement, je visais la magistrature, Ah, d'accord. qui était encore au sein de cette école-là, Mhm. quand nous étions encore à l'université et tout. Mais quelques années avant, la magistrature s'est détachée. Mhm. Et donc, j'avais à l'idée que c'était que les préfets, sous-préfets, voilà, qui se formaient là. Après, j'ai envie de dire, c'est une fois, peu avant mon admission, avec les quelques recherches là que j'ai compris qu'il y avait deux écoles, Mhm. dont l'école de gestion économique et financière et l'école de gestion administrative et de la diplomatie. Vous êtes de la 51e promotion de l'École nationale d'administration. C'est bien Est-ce que vous ça. pouvez nous expliquer un peu comment votre admission s'est passée? En quelle année? Est-ce qu'il y a quelques anecdotes que vous voudriez bien partager avec notre communauté? Absolument. Surtout pour cadrer avec ce qui se fait ici. Mhm. Vous avez une vision, c'est celle d'inspirer plus d'un Mhm. à partir de cette émission-là. Et donc, notre rôle, c'est de sortir ces quelques éléments-là qui puissent vous accompagner dans cette vision. C'est ça. Et euh, l'anecdote principale, c'est qu'il s'agissait d'une année où, euh, on va dire une année électorale, où peut-être plus d'un était découragé. Effectivement. Et donc, les plus téméraires, les plus jusqu'au boutistes, Mhm. comme vous et moi, je Mhm. trahis un secret, Oui, oui. nous avons présenté le concours et nous avons euh, fait ce qu'il fallait. Nous nous sommes préparés comme il se devait et nous avons été admis à ce concours-là. Revenons dans le contexte. On est en 2010. Oui, en On est en 2010. 2010. Donc, on va dire la Côte d'Ivoire connaît une année électorale. C'est ça. Je pense que l'année même, on a deux présidents. C'est ça. Et c'est dans ce contexte-là que le concours, la 51e promotion, arrive à l'École nationale d'administration. C'est bien cela. D'accord. Vous savez très bien que beaucoup de choses se disent sur cette école, que pour entrer, il faut avoir le bras long et tout et tout. Voilà, on a besoin de savoir un peu on va dire, le parcours de M. Soumaoro. Est-ce que M. Soumaoro a le bras long? Qui est M. Soumaoro avant d'entrer à l'école? Les gens ont besoin de savoir. Monsieur Soumarou, c'est vraiment quelqu'un d'ordinaire. C'est ce jeune garçon frêle et déterminé de Yopougon Terminus 40 Mhm. qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a fait ses classes à l'école primaire publique de la commune, juste à côté du quartier. Mhm. Et après, université publique, il arrive fougueux et déterminé surtout. D'accord. Et il arrive surtout de la fac de droit avec des prérequis. Il arrive hyper préparé parce qu'il vient d'échouer, parce qu'il a échoué à l'oral même de ce concours-là déjà une fois. Ah bon, ça c'est important de le Voilà. dire. Oui, il a échoué une fois à l'oral. Il est tombé, il ne s'est pas découragé, il s'est préparé à nouveau, cours de préparation qui, qui, qui coûtait un peu cher quand même pour ce qu'il était à l'époque. C'est ça. Et donc, c'est ça, M. Soumaoro, c'est celui-là qui s'est préparé comme il se devait. Et au départ, il a cru que ces prérequis de la fac de droit auraient pu l'aider, surtout qu'il y avait certains modules, certaines matières, notamment le droit administratif C'est et ça. tout ça. Après, il a compris que l'ENA, c'était un autre esprit. Il fallait vraiment se préparer avec des spécialistes
et affronter le concours avec toutes les armes à la main. Ah, C'est ce donc, qui s'est fait. vous obtenez le concours après un échec. Donc, Oui. c'est votre deuxième fois de passer le concours d'entrée à l'ENA. Troisième fois. Troisième fois. Oui. D'accord. Et vous êtes directement allé vers quel cycle et comment ça s'est passé? Alors, parallèlement, puisqu'il s'agissait d'un concours et que j'avais mon master en ressources humaines à faire valider, donc j'étais en stage chez Move Côte d'Ivoire. Bon, j'ai déjà cité. Non, il n'y a pas de J'étais problème. en stage Atlantique, je pense que c'était Move Côte d'Ivoire en son temps, et j'ai présenté les deux cycles, le cycle supérieur et le cycle moyen supérieur. Mais je n'ai obtenu la permission que pour un seul cycle, puisque c'est 2 semaines d'affilée. Ah, Et donc, mon responsable n'a pas pu me valider 2 semaines d'affilée d'accord. d'absence. Ah, donc vous avez choisi J'ai choisi entre les deux cycles uniquement le cycle le supérieur. cycle supérieur. C'était très risqué. Oui, mais c'était le choix qu'il fallait faire aussi, puisque c'est le supérieur. S'il faut choisir, pourquoi choisir le moyen supérieur? Donc vous êtes allé Voilà, je directement. suis allé au supérieur, j'avais confiance en moi. Et donc, je me disais aussi que avec l'aide de Dieu, ça pourrait passer. Monsieur Soumaoro, de votre passage à l'École nationale d'administration, est-ce que vous avez un souvenir qui vous a particulièrement marqué? Oui, monsieur Pouillet, j'en ai plus d'un. Hein. Voilà, le premier qui me vient tout de suite à l'esprit, là, c'est le défilé de sortie. D'accord. Voilà, ça... Initialement, moi, je suis dispensé de ces choses-là. Pourquoi? Sport à fond, bon, c'est Vous n'avez pas... pas le cardio. Voilà. Mais avec toute la solennité qui a entouré l'événement, déjà au niveau des entraînements, personnellement, j'ai déposé ma dispense de côté pour participer, pour être dans les rangs, pour essayer de vivre l'événement de l'intérieur. Effectivement. Et ça, c'est à relever quand même. C'est ça, c'est ça. Après, il y a eu aussi le coup de maître de Madame Evelyne Yapou, Oui, la directrice la d'alors. directrice d'alors, qui, pendant qu'on était à l'école, pendant qu'on se prenait pour les surdoués de la Côte d'Ivoire, elle nous a fait consulter nos copies à l'examen, en fait, les copies du concours. Effectivement, pour que chacun voit ses résultats. Chacun voit sa valeur, chacun voit ce qu'il vaut en réalité, parce que elle voulait fouetter notre orgueil, elle voulait nous faire comprendre que nous ne sommes pas là parce que nous sommes des surdoués. Effectivement. Et que chacun ici a beaucoup à apprendre. Effectivement. Ça nous a rendu humbles. Ça nous a rendu humbles tout de suite. Quand donc on a vu les notes. Ça m'a marqué parce que en finance, en droit, où je pensais avoir eu 17, c'est-à-dire que si elle ne m'avait pas fait... si elle ne m'avait pas confronté à la triste réalité me concernant, je n'aurais pas compris que ce n'est pas forcément ceux qui ont 17 qui sont admis au concours. D'accord. Voilà, on peut avoir 10, 11, 12 et puis lettres. Aujourd'hui, malgré le fait que vous soyez responsable, vous continuez toujours à apprendre. Vous êtes en train encore de vous former. Pourquoi cela? C'est ma vision. C'est un objectif de carrière. Parce que qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on. Et quand je scrute l'horizon, quand je scrute la tête de la DGI, le top management, je me rends compte qu'il y a des doctorants, des docteurs, des gens qui continuent de se former. Qui suis-je pour ne pas le faire? D'accord. Pour ne pas leur emboîter le pas. Donc, je le fais et j'espère que demain, ça servira. Voilà. Effectivement. D'accord. On va directement parler en même temps de votre administration. Quand beaucoup de gens pensent que le contrôle fiscal, c'est toujours pour réprimander. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces personnes-là? Qu'elles ne sont pas dans la vérité. Voilà, c'est peut-être ce qu'on a tout de suite, mais dans le fond, le contrôle, il y a un aspect pédagogique dans le contrôle. D'accord. Le contrôle vient pour corriger, pour redresser.
Et dans notre jargon, on parle même de redressement fiscal. C'est-à-dire que pour redresser, c'est qu'il ne s'est pas fait comme il se devait ou comme il se doit. Voilà. Et il arrive que des vérificateurs en entreprise soldent leur travail par des notifications d'absence de redressement. C'est tout. C'est déjà arrivé. Ça se passe bien. Oui. C'est-à-dire on arrive, on vérifie tout ce qu'il y a à vérifier, et puis à la fin, on notifie un document qui dit que vous êtes en phase vis-à-vis de la loi fiscale. Ça arrive. Donc, maintenant, pourquoi c'est si rare? Ça, la question reste posée. Les gens n'aiment pas normalement se mettre dans les règles dans notre pays. Je ne vous le fais pas dire. Voilà. Et donc, est-ce qu'un contribuable, une entreprise peut être contrôlée comme ça, sans avoir commis de faute en tant que tel? Oui, surtout que l'administration paie le droit du contrôle après un certain nombre d'années. Voilà, il y a ce qu'on appelle chez nous le délai de prescription. D'accord. Et il est de combien de temps? Il est de 3 ans. 3 ans. Là où on parle, l'administration a le droit de contrôler les 3 exercices précédents. Si nous sommes en 2026, 26. On peut me contrôler en tant qu'entreprise Oui. Pour 2025, 2024 et 2023. C'est ça. Pour les fautes que j'ai commises en 2022, prescription. En principe. Pourquoi en principe? Qu'est-ce que ça cache? Parce que il y a toujours quelques petites exceptions qui existent qui font que l'administration puisse revenir, surtout en matière de certaines natures d'impôts et tout ça. C'est-à-dire, je ne vais pas aller en profondeur de peur que les gens ne comprennent pas forcément, et puis ce n'est pas l'objet. Mais il y a des natures d'impôts où, en principe, le niveau de fraude est tel que, ou du moins la nature de l'impôt, c'est juste que tu dois prélever pour reverser. Ce n'est pas ton impôt. Et quand tu ne le fais pas, souvent pour ces natures d'impôts-là, l'État se réserve le droit d'aller chercher son argent par des procédures tout à fait légales aussi. D'accord. Quel est le conseil que vous pouvez donner à un entrepreneur qui veut se lancer, mais qui ne veut pas avoir de problème avec les impôts? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit connaître? Qu'est-ce qu'il doit maîtriser pour ne pas demain se casser la figure? Un entrepreneur, moi je lui dis de se faire conseiller déjà. Parce que c'est un domaine assez technique. Il a déjà son domaine propre à maîtriser. C'est ça. Il a beaucoup de choses à concevoir là-bas, beaucoup de process à mettre à initier et à vérifier, tout ça. Pour ce qui est des impôts, du suivi social et fiscal, et même comptable, je lui conseillerais de se faire suivre par un cabinet. C'est beaucoup plus simple en termes de coûts. Ou alors, s'il s'agit de grandes structures, d'embaucher quelqu'un qui pourrait faire ce travail-là assez aisément. Vous est-il arrivé déjà qu'un contribuable, qu'une entreprise vous propose quelque chose pour fermer les yeux, comme on le dirait? Est-ce que c'est déjà arrivé pendant votre travail? Est-ce que vous avez des choses à expliquer concernant ce genre de possibilités-là qui sont directement liées à votre travail? Pour dire vrai, ça manque pas. Ça manque pas. Mais c'est justement pour ça qu'on nous enseigne l'éthique. Parce que ce sont des situations auxquelles nous sommes confrontés, tout fonctionnaire confondu. Voilà. Beaucoup au niveau des impôts quand même, puisque là-bas... Oui, peut-être. J'ai pas de comparable. Oui, on n'a pas de statistiques, bien entendu. J'ai pas de statistiques, mais c'est des situations qui arrivent. Et c'est justement pour ça que des structures comme la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, en tout cas, toutes ces institutions-là qui existent pour remettre le fonctionnaire, en général, dans le droit bon chemin, sens. ou lui rappeler à chaque fois ce qu'il faut, existe, ces structures-là. Donc, ça existe. Est-ce que quelque chose, par rapport à ce qu'on vient de dire là, est-ce que vous avez quelque chose en tête qui vous a marqué, une proposition indécente, ce genre de choses-là, pendant que vous travaillez? Bien entendu, en ne
en n'incitant pas des contemporains. Oui, moi, une fois, j'étais en entreprise et quand j'étais encore vérificateur, et j'étais dans une zone assez reculée, C'était où? Vridi, quelque part dans la zone, et je ne maîtrisais pas la zone du tout. Ils m'ont proposé un shawarma. Un shawarma. Un shawarma, c'est un sandwich à midi que j'ai accepté, mais j'aurais pas dû. Parce que j'ai compris pourquoi on nous a dit, quel que soit le cadeau, il faut refuser. Mais pour un shawarma, la séance de restitution en termes de synthèse allait tourner au vinaigre. Expliquez-nous. Il arrive, il mange chez nous, et puis aujourd'hui, il vient, il nous sort n'importe quoi. Je dis, manger chez vous. Mais c'est arrivé une fois. Donc, c'est forcément à ça qu'il faisait allusion. Donc, après, moi, ça m'a tout de suite fait comprendre pourquoi il fallait insister. Il fallait rester très professionnel en entreprise. Très professionnel. Très professionnel. Voilà. Quelle est la plus grosse fausse idée que, d'après vous, le public se fait sur la Direction générale des impôts? La plus grosse fausse idée, c'est les dessous de table. Appelons un chat un chat. C'est ça. Automatiquement. Voilà, c'est la plus grosse fausse idée. Je ne peux pas garantir que ça n'existe pas. Mais pour la plupart de ceux qui en parlent, c'est sans preuve. Ils n'ont pas d'informations. Voilà, c'est sans preuve et voilà, ça discrédite fortement l'administration elle-même. Et c'est un domaine où il y a tellement de suspicions aussi que, bon, chacun y va de son commentaire. Est-ce qu'au plan humain aussi, vous avez eu des situations où vous avez dit, bon, cela, au plan humain, je laisse tomber? Est-ce que c'est normal aussi pour un contrôleur, pour un vérificateur d'avoir ce genre de position, de posture-là? Un exemple pour nous. Il y a des situations où on sent tout de suite que le contribuable s'est trompé de bonne foi. Et en fonction de la gravité de l'erreur, il y a certaines petites concessions qu'on peut faire. C'est-à-dire on peut avoir 3 points et puis laisser 1 point. Ne pas alourdir sa charge fiscale. Laisser 1 point et puis faire son point. Voilà. Mais c'est vraiment lié à ce qu'on voit en face. C'est vraiment lié au contexte. C'est ça. Voilà, nous sommes humains et on peut faire quelques petites faveurs ça et là, comme nous-mêmes, on en bénéficie partout. C'est ça. Voilà. Mais le maître mot, c'est de ne pas monnayer. À partir du moment où on fait une faveur, quelle qu'elle soit, et qu'en retour, on attend quelque chose, là, on tombe dans autre chose. Mais et si en retour, vous faites de bonne foi aussi un cadeau? Tout à l'heure, vous avez dit que vous ne prendrez plus de shawarma, un simple shawarma en contrôle. Un simple shawarma, voilà ce qu'il a pu... après, chacun prend ses prédispositions. Mais à mon niveau, oui, on n'arrive pas au stade de l'excellence chez nous sans intégrer ces choses-là. Sans intégrer cette façon de faire qui met au devant le professionnalisme. Surtout en qualité de vérificateur. Parce que tu es en mission pour l'administration fiscale. Et elle compte sur toi pour dérouler un programme de gouvernement. Exactement. À la limite. C'est ça. Parce que le budget, c'est des prévisions. Donc, quand on dit qu'on va rechercher 17 000 milliards, ce n'est pas encore là. Et c'est à vous. Et on dit, Soumaoro, étant entendu que tu as à charge dans ton portefeuille tel dossier, va nous rechercher un brin de ces 17 000 milliards. La responsabilité est grande. C'est ça. Voilà. Le reste, là, produit et puis laisse à la hiérarchie le soin de décider de quoi que ce soit. C'est ça. Voilà. Parlons donc d'excellence.
Vous êtes en 2019 désigné meilleur vérificateur de la direction des grandes entreprises. Déjà, quelle a été votre réaction quand vous avez appris cette désignation? Et puis, d'après vous, qu'est-ce que vous avez fait pour que, au milieu de tous les agents de la Direction générale des impôts, vous ayez été choisi cette année-là en 2019? Oui, c'est vrai, j'étais très content, mais pas surpris. Pas surpris. Parce que, Expliquez-nous pour que nous ne soyons pas surpris, nous d'accord, aussi. toute modestie mise à part, quelques années avant, 2 ou 3 années avant, j'ai un devancier, quelqu'un que j'estime beaucoup, je l'appelle mon mentor. Il était à la direction des vérifications fiscales nationales. Et il a obtenu ce prix, et même au niveau national carrément. C'est-à-dire qu'il a été meilleur vérificateur là-bas et il allait compétir au niveau national. Il a été prix d'excellence DGI carrément. Moi, je ne suis pas arrivé jusque-là. Vous pouvez énoncer son nom pour qu'on le sache. Monsieur Cissé Chèque. Monsieur Cissé Chèque. Ah. Oui. Donc, bonjour Monsieur Cissé Chèque et félicitations à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai demandé à ces promotionnaires avec lesquels j'étais en brigade, quelle a été sa formation initiale. Ils m'ont dit que qu'il a fait du droit. Je me suis dit, mais c'est que moi aussi, je peux l'être. Parce qu'initialement, je pensais que c'était l'apanage des comptables. Des comptables, effectivement. Or, pas forcément. Donc, je m'y suis mis à fond. Et c'est arrivé, mais que pour la direction des grandes entreprises. Parce que quand je suis allé compétir en national, je n'ai pas pu obtenir le Graal national. Voilà, ça aussi, il faut que je le précise. Mais la direction des grandes entreprises faisant près de 80% des ressources de la DGI, des recettes de la DGI. Ah, tout de même, hein? Oui, c'est quand elle éternue, la DGI est effectivement malade. Donc, c'est pas à négliger aussi. Donc, selon vous, qu'est-ce qui distingue un bon fonctionnaire d'un excellent fonctionnaire? Je parlerai encore une fois de discipline et de respect de la hiérarchie. Voilà. Après, on est compétent, oui, mais on n'en fait qu'à sa tête. On laisse l'excellence de côté. C'est ça. Voilà. Mais celui qui est excellent, j'irai jusque dans l'apparence. Quelqu'un comme vous sera facilement excellent. Il suffit qu'il ait la compétence à l'avenant. C'est ça, c'est ça. Voilà. S'il a la compétence, qu'il est toujours bien mis, il faut se donner une identité visuelle. Voilà. Pour ma part, c'est le nœud papillon. Voilà. Vous êtes toujours un nœud papillon? En tout cas, presque toujours. Maintenant, bon, on a vieilli. On a vieilli. D'accord. J'ai envie de vous demander, aujourd'hui, M. Soumahoro dirige un service. Est-ce que c'est plus difficile d'être agent vérificateur que de manager des hommes? Quelle est selon vous, puisque vous êtes en train de faire, vous avez déjà fait les deux? Oui, ce sont des métiers distincts, carrément distincts. Ils se valent. Voilà, le niveau de difficulté est le même. Quand on est vérificateur, c'est difficile d'une certaine façon. Ou quand on est agent, c'est difficile d'une certaine façon. Surtout pour ceux qui ont la compétence nécessaire pour diriger, pour manager. Parce que manager, c'est avoir des gens sous sa responsabilité. Donc, c'est difficile de la même façon. Voilà, et c'est attrayant de la même façon. Est-ce que le terrain vous manque? Mais est-ce que aussi dans votre manière de manager, vous êtes aussi assez souvent sur le terrain? Ou bien vous laissez, on va dire, la part belle, pas la part belle, vous laissez ce travail-là désormais à vos collaborateurs? Oui, j'estime que diriger, c'est déléguer. C'est ça. Et j'estime aussi, toujours dans la même veine, que plus on monte,
plus on doit quitter l'opérationnel. C'est ça. On sait comment ça se fait. On sait, peut-être même on ne sait même pas comment ça se fait exactement. Voilà. Mais on n'est plus là pour ça. C'est pour ça que les bons techniciens sont souvent de piètres managers. Parce qu'ils sont présents, ils sont là. Ils ont envie d'être là. Ils ont envie d'être là. Et ceux qui ne font pas attention sont là, effectivement. Donc, ils écrasent, ils effacent, ils ne donnent pas la possibilité aux autres, aux collaborateurs d'éclore, voilà. Donc, on va y arriver maintenant. D'après vous, quel type de manager êtes-vous? Je suis très délégatif, comme j'ai dit. Et par derrière, je suis. Si on est en fiscalité, Dieu merci, la technique, ça va. C'est-à-dire que je peux comprendre tous les problèmes de fiscalité que mon collaborateur viendra m'expliquer. Je suis à même de comprendre au moins. C'est ça. Voilà. Et donc, et puis orienté en fonction de ma petite expérience ou échanger. Je suis très délégatif. Je suis très formateur aussi. Voilà, je suis en fonction du profil que j'ai. Puisqu'aujourd'hui, on reçoit des collaborateurs qui ne sont pas fiscalistes à la base. Effectivement. L'administration gère sa part, elle t'envoie l'élément. Après, il faut faire ton travail de manager. Je forme beaucoup mes gars, avec ce type de personnes, je suis très directif. Je vais jusqu'à leur remettre des outils pratiques. Je dis, tu mets dans ça, tu m'envoies. C'est ça. Jusqu'à ce qu'ils intègrent, parce qu'ils ne sont pas fiscalistes au départ. Si on regarde le travail que vous faites tous les jours, en tant que manager, comment est-ce que vous réagissez quand l'un de vos collaborateurs commet une grosse faute? Qu'est-ce que vous faites automatiquement? Il n'est jamais responsable de cette faute. Il n'est jamais responsable. Pour moi, il n'est jamais responsable de cette faute. Ça m'incombe. Ça vous incombe. Voilà. Si en off, je vais tout lui dire, je vais dire à deux là, je vais tout lui dire non, il ne fallait pas, il fallait ceci, il fallait cela. Pourquoi? Enfin, on échange, je recadre. Mais devant la haute hiérarchie... Donc, vous soulevez le bagage pour aller le présenter à la haute hiérarchie et vous l'assumez. Voilà. Si ça... On corrige déjà. Tout est possible. On peut corriger toute erreur, enfin, tout problème a une solution. Sinon, on passe à autre chose. Voilà. Mais devant la haute hiérarchie, c'est un problème. Je me remets en cause d'abord. D'accord. Voilà. Nous allons attaquer maintenant l'homme derrière le cadre. En dehors du travail, quel genre de personne est M. Lamine Soumaoro? Quelqu'un de ouvert, bien quelqu'un qui est assez fermé parce qu'il n'a pas forcément envie, on va dire, en griffe chez nous, de se mélanger. Quel genre de personne est M. Lamine Soumaoro? De moi-même, je dirais que je suis casanier. Casanier, oui. Déjà? Je suis casanier et je suis suffisamment altruiste quand même. D'accord. Ouais, suffisamment altruiste. D'accord. Donc là, si j'ai un problème tout de suite, je peux aller frapper à la porte de M. Soumaoro. Voilà, je pense que je peux avoir gain de cause. Un problème sérieux. Sérieux. Vous pouvez compter sur moi. D'accord, ok. Vous êtes impliqué, on le voit, dans plusieurs associations. Pourquoi consacrer autant de temps à essayer de rendre service aux autres? C'est ma mission de vie, je pense. Parce que je suis passé par bien des endroits. Voilà, je suis passé par bien des endroits. Et c'est peut-être ça qui peut véritablement inspirer dans le cadre de cette mission. Je ne sais pas quelle urgence d'hôpital j'ai pas fait à Abidjan. Ah bon? Ouais. Expliquez-nous un peu. Parce que je suis drépanocytaire.
D'accord. Voilà. Je n'en parle pas souvent, mais là, il le faut pour que les gens ils ne se cachent pas derrière des choses pour rester, pour rester statique. Mhm. Voilà. Depuis un certain nombre d'années, j'ai décidé de saisir chaque occasion pour parler de ce mal pernicieux-là. Effectivement. Je suis drépanocytaire de type SS. Ah oui. Ça, c'est le type le plus, on va dire, sérieux. Certains condisciples ne savent pas ça encore. Mhm. Donc, j'ai dû, tout ce que j'ai accompli, c'était entre les hôpitaux, la maison, et c'était terrible. Ouais. On comprend. C'était terrible. Et donc, j'ai bénéficié de l'aide des parents premiers, de bien d'autres personnes, même d'ONG Mhm. spécialisées dans la drépanocytose. Oui, oui. Et donc, à mon tour, c'est le retour de l'ascenseur. Il ne faut pas rompre la chaîne. C'est ça. Donc, j'essaie de faire ce que je peux pour vraiment aider. Et voilà, les gens ils le disent. Les gens le disent sans vouloir me lancer des fleurs. D'accord. Ok, Monsieur Soumaoro, vous venez de nous confier que vous êtes drépanocytaire. Cette pathologie, nous savons qu'elle est très difficile à gérer, économiquement également. Comment ça s'est passé depuis la petite enfance? Et comment vous avez su, vous, la famille, papa, maman, comment vous avez essayé de gérer cette situation? Oui, vous l'avez dit. Je vous prends au mot, c'était très difficile à gérer. Papa était un fonctionnaire très, très modeste, agent spécialisé des TP. C'est-à-dire C'est chauffeur. la façon assez civilisée de dire chauffeur. Mhm. Et puis maman ménagère, mais qui vendait du poisson au port autonome d'Abidjan. Donc c'était difficile à gérer, très difficile. La famille a beaucoup aidé et voilà, maman s'est saignée. Mhm. Elle a fait ce qu'elle pouvait jusqu'à son départ. On imagine bien. Oui, et donc voilà, c'est tout ça aujourd'hui. Il n'y a pas une année scolaire que j'ai entamée et achevée Sans problème. sans rester 1 mois ou 2 mois à la maison. Non, c'était difficile. Et nous sommes 2 dans la famille. 2 drépanocytaires. Oui, de type SS. Mhm. Donc, l'autre, c'est ma sœur et elle, à un moment donné, elle a dû arrêter les études. Ah, ça a pas Moi, été j'ai dit, compliqué. bon, écoute, j'ai pas d'autre choix. Voilà, je suis déjà fragilisé quelque part. Si je dois arrêter, et donc j'ai poursuivi. C'est ce jeune Lamine, malgré toutes ces difficultés, qui arrive au bac et qui continue au-delà et qui rentre à l'école nationale d'administration. Ce drépanocytaire de type SS, parce que j'avais du mal à l'assumer à un moment donné. Et aujourd'hui, je le dis pour que mes jeunes frères, mes enfants comprennent que c'est pas une fin en soi. C'est ça. Voilà, on fait 1 mois à la maison, on revient, on suit un peu, on s'en sort avec un 11. Je n'ai jamais été, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, tu t'en sors avec un 11 de moyenne. C'est en grandissant que j'étais parmi les meilleurs à Ponty, école Ponty, William Ponty. Là, j'étais maintenant un peu plus autonome, un peu plus, voilà. On a fait le même lycée. Ah bon? Oui, oui. Voilà. Donc, c'est possible. C'est possible. En 2 crises, 2, 3 petites choses, c'est possible. C'est possible, effectivement. Voilà, je me souviens que à la fac, le BPC même m'a sorti de l'hôpital militaire. Ma mère, Ashma. pour aller faire Composé. l'oral. Wow. Je suis revenu après l'oral me coucher. À l'hôpital. Et la semaine d'après, on m'a libéré le week-end juste avant. La semaine d'après, je suis allé composer pour le BPC. Et comment ça s'est passé à la fin? C'était un succès. C'était un succès. J'étais en candidat libre, j'étais en première déjà. Déjà. Ah, parce que vous n'aviez pas pu avoir le BPC à cause de vos problèmes de santé. Voilà. D'accord. Mais j'ai pas abandonné. En première, j'ai présenté, j'étais à Ponty. Ah. C'est comme ça que je l'ai pris chemin faisant. Donc, discipline, détermination, et puis après,
prière, tout est possible. C'est ça. Et quand vous arrivez, malgré toutes ces difficultés, à terminer votre cursus, et à présenter le concours, échouer une fois, échouer une deuxième fois, et afin pouvoir rentrer à l'École nationale d'administration la troisième fois, qu'est-ce que vous voyez chez vos parents, dans les yeux de vos parents? Une grande satisfaction. Ils s'y attendaient pas, en fait. C'est ça. Voilà, ils s'y attendaient pas. Peut-être maman qui croyait beaucoup plus. Papa, ancien militaire aussi, hein, donc très objectif, s'est dit, bon, est-ce qu'il pourra? Mais il apportait son soutien comme il pouvait. Et donc, après ce sacre-là, je vais dire ça comme ça, ils étaient fiers de moi et ben, moi aussi, hein, je bouillonnais de reconnaissance envers eux. C'est ça. Ils ont toujours été là. Ils ont toujours été là. Voilà. Et donc, c'est ce message-là que je tenais à faire passer aujourd'hui à la jeune génération. C'est possible tant que on a une vision claire de ce qu'on veut. Et qu'on est discipliné. Et qu'on est discipliné, travailleur. Parce que dans la phase de préparation du concours, je me souviens une fois que y a maman qui est venue me réveiller dans ma chambre comme ça, avec mon sac à dos. Je revenais de la formation. Avec le sac à dos sur le dos. Va manger. Parce que j'étais fatigué. Quand je suis arrivé, je me suis couché tout de suite. Avec le sac à dos? Oui. Ça n'a pas été facile. Pas du tout. D'accord. Et après avoir passé par toutes ces étapes-là, qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui, surtout par rapport aux autres personnes qui traversent également des difficultés? Il y a des personnes même qui forcément viennent vous rencontrer aussi pour essayer de trouver auprès de vous un soutien. Oui, je les comprends. Je comprends. C'est juste que je suis limité. Je suis un humain. Je suis limité en termes de moyens financiers, en termes de... Voilà. Donc, je comprends, je fais ce que je peux. Mais ça s'arrête là. Maintenant, je crains beaucoup ou je répugne beaucoup ceux qui viennent parler de réseau. Oui, effectivement. Parce que je dis, ils n'ont pas encore compris grand-chose. Voilà. Le réseau, ça existe, mais c'est pas pour... C'est pour autre chose que ce qu'eux ils imaginent. C'est ça. Voilà. Donc, je comprends tout ce qui arrive. J'essaie de mettre même en place des systèmes pour aider les plus jeunes. Les plus jeunes. D'accord. Voilà, parce que cette année, par exemple, je veux prendre en charge 60 élèves. 60, carrément. 60 élèves de la 5e. En termes d'inscription, en termes de fournitures scolaires, et en termes de tenue scolaire, et même en termes de cantine. Effectivement. Au village, bien sûr. Au village, voilà. Dans votre village. Voilà. D'accord. Je veux fabriquer d'autres cadres. C'est ça. J'estime que c'est le meilleur investissement. Et ça, je le fais clopin. Petit à petit. Au rythme de mes revenus. C'est ça. J'envoie tel montant, ainsi de suite. Là, j'ai déjà commencé à envoyer les montants pour l'inscription en ligne. 6500. J'envoie une partie pour 10 personnes. Après, quand j'ai un peu d'argent, ainsi de suite. D'accord. Je me dis que c'est comme ça que je peux rendre à la vie ce que la vie m'a apporté. On va aborder maintenant le sujet de votre moitié. Parce que M. Soumaoro est un homme marié. C'est-à-dire, il y a une Madame Soumaoro qui est là, bien entendu. Voilà. Et ce que nous savons, c'est que vous l'avez rencontré à l'École nationale d'administration. Est-ce que M. Soumaoro, le jeune Lamine, quand il arrive à l'ENA, il s'est dit il faut que ma femme, elle sorte de cette école-là aussi? Ou bien c'est juste quelque chose qui vous est tombé dessus comme ça? Qu'elle sorte de cette école, non. Pas vraiment. Parce que je me souviens encore que l'étape du mariage arrivée, j'ai informé maman pour que ce soit quelqu'un qui n'ait pas de problème en famille. Donc, je l'ai informé pour lui dire de me trouver dans son répertoire si riche de potentiels candidates. C'est maman qui allait gérer ça pour
pour M. Soumaro. Je ne voulais pas avoir de... Voilà. Ok. Mais elle n'y est pas arrivée. Elle n'y est pas arrivée. Parce que, je ne sais pas, elle n'y est pas arrivée. Et donc, c'est à l'ENA, finalement, que je me dis, bon, il y a une communauté musulmane ici. On avait là-bas la CMENA, ça s'appelait. Et donc, j'ai tout de suite ouvert les yeux au sein de cette communauté-là. Il fallait juste ouvrir les yeux. Voilà, pour faciliter un certain nombre de choses, j'ai ciblé la communauté. Et là-bas, j'ai commencé timidement à échanger avec la future Madame Soumaro. C'est elle qui est devenue Madame Soumaro aujourd'hui. Oui. Comment s'est passée la rencontre? Est-ce que ça n'a pas été difficile? Est-ce que vous êtes un charmeur? Est-ce que ce sont des petites choses que vous gérez facilement? Ou bien c'était tout à fait le contraire? Curieusement, pour terminus 40, Effectivement. ça allait quand même. Oui. on pouvait se défendre. D'accord. Et donc, voilà, c'est parti. Mais ça ne s'est pas fait à l'école. À D'accord. l'école, c'était juste le contact. C'est plus après que on va dire, j'ai mis les bouchées doubles. Et puis, Dieu merci, elle m'a validé. Elle a validé. Elle n'a pas été trop difficile. Un peu. Un peu difficile. Un peu, quand même. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un mot à dire à Madame Soumaro qui nous regarde? Un tout petit mot. Madame Soumaro, c'est le meilleur choix que j'ai fait de ma petite existence. Oui. Parce que vous voyez qu'elle m'accompagne presque partout. Presque partout. Je signifie qu'elle est dehors. Elle attend monsieur. Il est au courant. Elle est aux petits soins. Et surtout, avec ce que je viens d'expliquer, vous comprenez que il fallait le faire. Une femme courageuse. Dès les premiers moments aussi, je l'ai informée. Je lui ai dit, et pourquoi Madame Soumaro? Parce que quand je suis arrivé chez elle, à la sortie de l'école, elle avait dans son F2, chambre-salon, 7 personnes. Waouh! Je le dis pour dire que elle est portée vers l'homme. C'est ça. Et elle avait une sœur qui était un peu malade aussi, qu'elle gérait à merveille. Et je me suis dit, se connaître, c'est véritablement aller vers quelqu'un comme ça, comme épouse. C'est ça. Parce qu'elle saura prendre ta famille, te prendre malgré ta pathologie. Et puis, je veux dire, vous pouvez aller vraiment loin ensemble. C'est ça. Et jusque-là, le chemin se déroule sans couac. Sans couac. Je tiens donc à remercier cette dame-là, au grand cœur, au cœur d'Amadou. Ok, Madame Soumaro, nous tous, nous te saluons ici. Merci de prendre soin de notre cher frère, Monsieur Soumaro. Ok, donc Monsieur Soumaro, un portrait express avant d'attaquer la dernière partie de notre interview. Quelles sont 3 qualités, en 3 mots, qui vous définissent? Et puis, quel est votre défaut principal, d'après vous-même? 3 qualités. Je suis... Moi, je connais déjà un. Bon, on va dire une qualité. Il est extrêmement humble. Là, ne vous laissez pas avoir par son humilité. C'est quelqu'un de très, 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 très brillant. Donc, allons-y avec deux autres qualités. Je suis humble, peut-être. Je suis jusqu'au boutiste. Effectivement. Parce que je ne lâche pas l'affaire. Et puis, je suis bosseur. Ça, c'est vrai. Voilà, j'aime. Tant que je ne comprends pas, je suis là. Voilà. Et un défaut, est-ce que vous pouvez... Un défaut, je ne suis pas vraiment patient. Oui, je ne suis pas vraiment patient. Et puis, je ne sais pas m'arrêter et ça m'épuise. Effectivement. Vous connaissez ce genre d'attitude-là. D'accord. Est-ce qu'il y a une citation qui vous accompagne,
que vous avez lu étant jeune et qui vous accompagne jusqu'à aujourd'hui? Une citation, c'est peut-être une philosophie même, celle des stoïciens. Effectivement. De plus en plus, j'apprends à être stoïque devant toute situation, Très important. très froid, très observateur. Voilà. Et puis bon, si on veut parler de citation, c'est peut-être faire les mêmes choses et espérer des résultats différents. Effectivement. Voilà, je pense que c'est de Einstein en a parlé, et puis bien d'autres. Et monsieur Soumaoro, je pense que nous sommes à la fin de notre entrevue. Déjà? Oui, c'est passé vite. Très. C'est 1 heure déjà qui sont passées comme ça. Voilà, mais c'était un échange très, très intéressant. On a appris énormément de choses. Mais avant de se laisser, je vais vous donner la possibilité de passer un mot, un dernier message à la communauté Parcours Public qui nous écoute chaque mois. Merci, M. Pouilly. Avant la communauté, à vous-même déjà, ce sont des remerciements. C'est vraiment une aubaine, c'est une opportunité que vous nous donnez à nous autres aussi de partager notre parcours en espérant qu'il puisse inspirer plus d'un. Voilà. Et donc, à ceux-là, justement, qui sont en quête de leur chemin, qui veulent comprendre un certain nombre de choses, qui sont en train de frapper à la porte de l'emploi et tout ça, à toute cette communauté-là, j'ai envie de dire que le maître mot, encore une fois, c'est la discipline et la préparation. Préparez-vous, oubliez les raccourcis. Le raccourci, il vous mène au gouffre. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Et donc, préparez-vous, des cours de préparation existent. Si c'est pour intégrer n'importe laquelle des prestigieuses écoles qui existent sur l'étendue du territoire, je pense à l'ENS, je pense à l'ENA, je pense à l'INFEJ. Préparez-vous conséquemment. Vous y accéderez. Merci. Merci beaucoup, M. Soumaoro. Communauté Parcours Public, nous étions aujourd'hui avec M. Lamine Soumaoro. Nous avons appris un tant soit peu ce que veut dire Direction Générale des Impôts. Il nous a fait découvrir également son parcours, un parcours très inspirant. Nous espérons que vous avez aimé ce petit moment que nous avons passé ensemble. Merci et à très bientôt pour un autre élément de Parcours Public.